Charlotte Cabot, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle à tout un chacun que vous êtes la présidente de l'Ancre Malouine. Oui. Vous nous rappelez d'ailleurs la vocation de l'association ? Alors, c'est une association qui a pour vocation de parler de littérature, de partager nos coups de cœur, nos émotions, de recevoir des écrivains, d'organiser des débats. Et comme aujourd'hui, une table ronde qui réunit que des femmes, c'était un peu un pari parce que Saint-Malo, c'est la mer et les corsaires. Et pour nous, ça a été la terre et les femmes. Alors rappelez-nous quelles étaient les personnes qui étaient présentes aujourd'hui au terme à Saint-Malo ? Alors, il y avait Annick Lebras, qui est photographe et qui a travaillé avec les personnes détenues. Il y avait Élodie Penaud, qui a fondé les éditions Christelle. Il y avait Caterina Anovazzi, qui est peintre, qui fait maintenant des digigraphies, qui s'est exilée à Liverpool, mais qui revient. Il y avait Isabelle Bossard, qui est la libraire de la droguerie de Marine. Il y avait Marie Fersac, qui est écrivain, qui a publié « Moi, quand je serai vieille ». Et il y avait la violoniste Annie Gouronec, qui nous a fait l'amitié de sa venue et qui nous a dit des choses fort intéressantes sur le rôle de l'artiste dans la société. Alors, vous, quel est votre regard sur le moment qui a été vécu ? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent comme ça, que vous avez retenues, qui ont titillé votre esprit ? Oui, j'ai constaté des choses très intéressantes, notamment dans ce qu'elles ont dit sur être artiste. Comment peut-on se passer aujourd'hui des artistes ? Ça n'a pas l'air possible, mais Dieu que la vie pour des artistes est difficile. Parce que l'artiste, est-ce que c'est une valeur monnayable ? Est-ce que c'en est pas une ? Est-ce qu'il faut créer dans l'absolu ? Est-ce qu'il faut être Van Gogh ? Est-ce qu'il faut être les auteurs très vendus ? Donc j'ai trouvé intéressante cette réflexion sur les artistes, aussi sur une certaine sensibilité féminine dans la culture et dans la création artistique. Beaucoup de sujets qui tournent autour de l'art, qui nous montrent que l'art c'est une lecture du monde et que quelle que soit la manière dont on la lit, de toute façon, on apporte quelque chose qui sera repris par les autres, puisqu'avant tout, l'artiste est un passeur. Alors, on va parler de la situation des femmes. Dans quel sens il faut continuer à agir pour que les femmes aient les droits qu'elles ont le droit d'avoir justement, qu'elles soient libres ? Est-ce qu'il y a encore des axes de progrès ? Écoutez, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait, parce que je racontais tout à l'heure comment Marguerite Yourcenar avait été reçue à l'Académie française, c'est-à-dire avec des gens qui ne se sont pas levés, qui ont refusé. C'était une manière de dire, c'est une femme, on la veut pas. Alors après, pour Dany Laferrière, c'est la même chose, mais c'est un homme de couleur, on n'en a jamais vu à l'Académie française. Enfin, c'est assez rare. Et je pense que donner la parole aux femmes, c'est faire entendre deux choses. Une voix, VOX, et une voix VOIE. C'est-à-dire que le monde serait peut-être différent s'il n'était pas fondé sur ce sempiternel patriarcat romain où la femme n'est pas, contrairement à ce que disait Louis Aragon, l'égale de l'homme. Donc c'était important de réunir ces femmes et de leur dire de continuer leur action, même si c'est difficile, parce que quel que soit l'art qu'elles pratiquent, quelque part, chacun s'y reconnaîtra, chacun s'y retrouvera et le monde s'y retrouvera. C'est extrêmement conventionnel de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont quand même les artistes, et c'est Victor Hugo qui le disait, qui passent le flambeau aux autres. Alors, quels sont les prochains temps forts organisés par l'Ancre Malouine ? Alors, le 25 septembre, c'est le jour de la reprise, si je puis dire, comme à l'école, il y aura un hommage à Gabriel Garcia Marquez. Nous devons avoir une invitée de marque, mais je ne peux pas vous assurer pour la raison qu'elle n'a pas encore dit le jour précis. Mais nous aurons un hommage à Gabriel Garcia Marquez. Après ça, alors là c'est une certitude, nous recevons Pascal Bresson qui viendra pour parler de bande dessinée avec les jeunes. Alors Pascal Bresson, c'est quand même celui qui a écrit la magnifique Affaire Seznec. Nous aurons ensuite, avant la séance de décembre, nous aurons les coups de cœur littéraires de l'automne. Et c'est un libraire qui les présentera. Ce sera vraisemblablement Brice Vautier, je travaille beaucoup avec lui. Et puis, nous aurons à la fin de l'année Boualem Sansal, ou, si Boualem Sansal n'était pas disponible à ce moment-là, nous ferions l'hommage prévu à Marguerite Duras. Il y aura plein d'autres gens, l'écrivain Jean-Luc Legros qui nous a promis sa venue, Sylvette Hortel, la novelliste, Charles Monteco, le photographe. En avril, nous proposons de relire les classiques pour aider les jeunes. Et les grandes festivités avant l'été, ce ne sera pas au Terme Marin, ce sera probablement, ce n'est pas encore sûr, mais à la Maison de la Rance où nous ferons la fête autour de la littérature provençale, parce que notre secrétaire, qui est une dame de 88 ans, mais qui a 20 ans quand même, notre secrétaire voudrait entendre parler de Pagnol, Giono, Ramuz. Eh bien écoutez, pour savoir tout ça, il y a un site qui existe. Oui, alors on a un site, et je pense que mieux que tous les discours, c'est le site qui est important. C'est donc www.ancremalouine.org.
wordpress.com. Toutes nos coordonnées sont là-dessus. Et je pense que c'est la meilleure manière de parler de nous que de voir ce qui a été fait. Ce qui est fait plutôt que ce qui est dit. Bon, en attendant, on vous retrouve sur Radio Parole de Vie dans Lecture Plurielle. Oui, alors une lecture plurielle qui sera donc sur la théâtralisation de la mort dans la littérature à travers l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée, à travers l'œuvre de Musset, Lorenzaccio, et on parlera du magnifique film qui a été fait par Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, ceci, ou plutôt cela, avec Brice Vautier. Très bien, c'est noté. On vous écoutera. À bientôt, Charlotte. À bientôt, Jean-Christophe. Et bel été à vous. Merci beaucoup. Annie Gouronec, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes violoniste. Voilà, exactement. J'enseigne ici au Conservatoire de Saint-Malo et puis je fais des concerts. Je travaille beaucoup avec l'Orchestre de Bretagne et puis d'autres formations plus petites. Enfin voilà, c'est assez varié. Oui, vous avez un curriculum vitae assez intéressant. J'ai vu que vous avez pas mal voyagé, vous avez donné un certain nombre de concerts, vous avez joué avec plusieurs formations déjà avant. Oui, déjà, oui, parce que j'ai commencé à Paris, donc forcément c'est une belle plaque tournante. On a l'occasion de toucher un petit peu à tout dans beaucoup de formations et évidemment de partir à l'étranger. Voilà. Donc, Et là, vous continuez à jouer. Vous allez jouer cet été, par exemple? Oui, cet été, ce sera peut-être exceptionnellement calme pour des raisons familiales. J'ai des grands enfants qui... Il faut que je cherche des chambres, des studios pour les étudiants, tout ça. Donc je me réserve du temps et je ne bloque pas trop d'un point de vue professionnel. Et à la rentrée, alors? Oui, à la rentrée, ça continue. En général, ça reprend après le 15 août d'une manière ferme. Donc vous enseignez le violon à quel public à Saint-Malo? Alors, c'est un public très large puisque je m'adresse à des enfants essentiellement, donc des petits, je peux les prendre à partir de 5 ans et puis très souvent je les suis une bonne partie de leur scolarité jusqu'au bac, voire après. J'ai également des adultes qui parfois sont en demande de commencer cet instrument, un petit coup de folie. Assouvir des vieux rêves ou alors des gens carrément plus âgés qui arrivent en retraite et qui se disent enfin je vais pouvoir faire ce dont je rêvais, j'ai du temps pour moi. Ils ont fait du violon il y a longtemps, très longtemps et ils ont envie d'y revenir et donc je les aide un petit peu dans ce parcours. Il est toujours temps de s'inscrire? Tout à fait, c'est la pleine période. D'accord. Alors, vous avez assisté à la table ronde qui a eu lieu le 19 juin au Terme à Saint-Malo, qui réunissait donc cette table ronde plusieurs femmes, organisée par l'Ancre Malouine et donc la librairie Le Porte-Plume à Saint-Servant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment? Alors j'ai beaucoup aimé ce moment auquel j'étais très contente de participer puisque cette invitation qui m'a été lancée il y a un petit mois à peu près. J'ai regardé la première chose, est-ce que je suis libre? Oui, donc c'est bon, j'y vais, j'ai pas réfléchi une minute, trouvant que l'initiative était vraiment très intéressante, de pouvoir fédérer des gens autour de la culture des arts en général, et puis des gens qui font surtout que se croiser. On a rarement l'occasion de partager ce genre de moments, donc j'ai trouvé que c'était très positif, une première qui peut-être on va semer un peu plus tard. Alors, de quoi est-ce que vous avez parlé? Alors, l'idée, c'était de réunir déjà des femmes autour d'un thème artistique, la part des femmes dans l'art. Est-ce qu'il y a une perception différente? Est-ce que l'art est une vocation? Est-ce que nous sommes des passeurs d'art? Il y avait des questions qui étaient d'ailleurs très, très bien préparées, très bien formulées. Et je pense qu'il faudrait un peu plus que 2 heures, évidemment, pour aller au fond des choses. Mais c'est un embryon à suivre. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans ce que vous avez entendu? Surprise, peut-être dans la première question, effectivement, quand on a parlé du côté féminin, est-ce qu'il y a une sensibilité féminine? Alors on sent que ça peut, soit c'est une question qui dérange, et donc c'est toujours amusant quand ça dérange en fait, parce que c'est bien de provoquer un petit peu les gens, pourquoi ça dérange, mais non, mais rien ne m'a surprise vraiment. Voilà. De toute façon, j'aime bien être prise un peu éventuellement au dépourvu, j'avais pas vraiment préparé des choses à l'avance, je préfère un peu la part d'improvisation dans ce genre de débat. Je voulais vous demander, lorsqu'on est violoniste et qu'on est une femme dans un orchestre, est-ce qu'on a plus de mal à s'intégrer ou est-ce que finalement ça change absolument rien? Ah non, c'est fini ce temps-là, il y a plus de femmes que d'hommes.
Non, non, je plaisante, mais non, on n'a pas spécialement plus de mal à s'intégrer. Enfin, moi, je le vis d'une manière, j'ai pas l'impression que ce soit très différent, qu'on soit femme ou homme. Ce qu'il faut, c'est surtout être à sa place là où on est et être compétent. Le reste, relativement peu d'importance à mes yeux. Alors, est-ce que il y a encore des combats à mener pour les femmes au jour d'aujourd'hui, alors soit localement ou plus largement que cela? Des combats à mener, je dirais pas spécialement en tant que femme. Je le ressens pas de cette manière. Des combats à mener pour amener la culture un peu partout, oui. Et surtout quelle culture, ça peut poser ce genre de questions. Donc un vaste débat, mais pas en se positionnant en tant que femme ou homme. Je crois que c'est plutôt, voilà, il y a des sensibilités féminines. La part de féminin chez l'homme ou la part de masculin chez la femme qui peuvent s'exprimer d'une manière quelconque, mais c'est pas quelque chose de sexiste en tout cas. C'est un débat beaucoup plus large. Est-ce que l'enjeu finalement c'est pas avoir un espace de liberté d'expression, quelle que soit la personne que l'on est au fond? Ah bah bien sûr, c'est le rêve, hein, ou ça serait le rêve. Alors suivant ce qu'on fait, je pense qu'on l'a ou pas tout le temps. Ou après, bon, il y a toujours la part, on fait ça pourquoi? Sans doute parce que c'est une passion, c'est une vocation, et puis un jour ça devient un métier, donc faut pas se voiler la face, faut quand même bien manger, mais c'est pas tout. Alors on va revenir au violon, est-ce que c'est difficile d'apprendre cet instrument selon vous? Oui. Sans détour, je dirais que c'est un instrument difficile, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et on dit qu'on joue du violon et finalement dans la main droite on a aussi un archet qui fait quelque chose de complètement différent de ce qu'on fait avec le violon à gauche. Donc enfin c'est le même problème avec un alto ou avec un violoncelle, hein, un peu. Mais disons qu'au départ c'est vraiment assez compliqué. Pour progresser, il faut vraiment s'y intéresser. Donc c'est bien, c'est une bonne école. Chez les jeunes, surtout à notre époque, faut être tenace. Donc ça va pas forcément dans le sens du flow. On n'arrivera jamais à jouer du violon en cliquant sur une souris. Et vous, quelles sont les œuvres qui vous font vibrer, à la fois quand vous les entendez, vous les écoutez, et quand vous les interprétez? Oh là, ça c'est une question, en fait je sais jamais répondre, c'est un peu piège, mais je dirais ça dépend des moments, j'écoute pas tout le temps la même chose, j'en écoute beaucoup, j'ai pas tout joué non plus, donc j'ai des périodes, je sais pas, j'écoute les quatuors de Beethoven, c'est vrai que j'en ai joué pas mal aussi. On y retourne, je dirais chez Bach ça fait pareil, c'est quelque chose on peut vivre toute sa vie avec et d'une manière différente et c'est chaque fois toujours plus riche, enfin c'est nourrissant. Après voilà, j'ai cité Bach, Beethoven, c'est énorme mais c'est peu de choses à la fois, mais il y a tous les autres évidemment, dans des musiques aussi beaucoup plus contemporaines. Je pense à Itzhak Perlman qui était un violoniste donc handicapé. Et ça permet aussi de transcender certaines difficultés aussi, on s'aperçoit, la musique. Alors, vous parlez de quelqu'un que j'aime beaucoup, en plus, que j'ai beaucoup admiré, que j'admire toujours. Et voilà, quand j'étais petite, j'écoutais Itzhak Perlman. J'ai été plus grande et j'ai pu l'approcher d'un peu plus près, le voir jouer à côté. Alors, c'est super impressionnant quand il arrive, effectivement. Le chef lui porte son violon, lui, il est en béquille, il arrive, il pose nonchalamment ses béquilles, bruyamment, qui retentissent sur le sol, et c'est parti. Et là, on oublie instantanément d'ailleurs qu'il est handicapé. Et c'est quelqu'un vraiment de fabuleux en tant que musicien, un violoniste énorme, et puis humaniste, je trouve. Enfin, pour moi, il réunit beaucoup de qualités. Eh bien, merci Annie Gournek de nous avoir accordé ces quelques minutes qui nous ont permis de mieux vous connaître. Donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée au conservatoire. Rendez-vous est pris, alors merci à vous. Le journal Culture et Spectacle, c'est sur Radio Parole de Vie. Élodie Penaud, bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment est-ce que vous avez vécu cette table ronde ici au Terme à Saint-Malo ? Alors, j'avoue que j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai notamment beaucoup aimé l'intervention de Katharina dans son travail d'artiste très difficile, où elle expliquait justement toute l'atmosphère qu'elle devait avoir autour d'elle pour pouvoir créer. Et est-ce qu'il y a d'autres échanges qui vous ont interpellé sinon ? Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi le rapprochement entre tous les arts, c'est-à-dire la musique, le théâtre, la littérature et les arts plastiques, de voir que tous les artistes se soutiennent d'une manière ou d'une autre. Alors, vous étiez entouré de différentes individualités aujourd'hui. Vous êtes éditrice. Parlez-nous de votre travail.
Alors mon travail n'est pas d'artiste mais plutôt d'artisan, c'est-à-dire que notre but c'est de mettre en valeur justement tous ces artistes, à la fois des écrivains, des photographes, des peintres, et actuellement on est en train d'essayer d'ajouter d'autres arts grâce à notre centre d'art, avec par exemple donc un comédien, et on aimerait ajouter des musiciens également. Alors rappelez-nous où il est, le centre d'art. Alors il se situe donc ce qu'on appelle la place de Rocabet à Saint-Malo, donc boulevard de la Tour d'Auvergne. Près du cinéma. Exactement, la rue du cinéma. Alors, vous avez accueilli des œuvres de Jacques Villeglé, là, récemment. Voilà, l'exposition vient de se terminer, mais ça a été vraiment un véritable bonheur à la fois de rencontrer cet artiste qui est absolument extraordinaire, pétillant de malice, et voilà, qui a créé un art absolument extraordinaire aussi, et de voir aussi toutes ces personnes qui venaient comprendre et découvrir son art. Et quels sont les projets que vous avez avec le Centre d'Art? Est-ce qu'il y a d'autres expositions, d'autres temps forts de prévus, là, prochainement? Alors là, on vient d'aller chercher justement les œuvres du prochain artiste qui s'appelle Marc Bruce. Donc c'est un artiste néerlandais et qui a créé pour l'exposition des œuvres absolument magnifiques autour de la main et la mer, c'est-à-dire le thème de la main et la mer avec un côté très féminin dans son approche. Et alors, puisque le thème de la table ronde était Terre de femmes, est-ce qu'il y a encore des avancées possibles pour les femmes? Est-ce qu'il y a encore des combats à mener? Je n'aime pas trop, j'avoue, le mot combat, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à créer. Bon, la femme n'a pas encore peut-être toute la place qu'elle mérite aujourd'hui. Voilà, mais l'homme, j'ai envie de dire, l'homme et la femme s'enrichissent mutuellement. Alors, les éditions Christelle, vous nous rappelez quel est votre positionnement en termes d'éditrice? Alors, dans l'édition, donc nous, on s'est penché plus particulièrement vers l'histoire, donc l'histoire de la Bretagne, l'histoire maritime, et aujourd'hui, on développe encore plus l'histoire de l'art. Et c'est pour ça qu'on a associé la partie éditoriale à la partie centre d'art, pour exposer des artistes. Vous pouvez nous citer quelques titres d'ouvrages qui sont sortis ou que l'on peut trouver chez vous, là? Alors le tout dernier, il est lié à Jacques Villeglé, il s'appelle Jacques Villeglé, démiurge et artiste. Et l'originalité, c'est que donc c'est un tirage à seulement 250 exemplaires et avec une estampe de Jacques Villeglé signée et numérotée par lui. Alors il nous reste à rappeler les jours et heures d'ouverture du Centre d'Art. Je vous remercie. Donc c'est du mardi au samedi, tous les après-midi de 14h30 à 18h30 et le samedi matin en plus donc de 10h à midi et demi. Merci Elodie Pono. Merci beaucoup. Il y a des vies pleines de sourires, pas de couronne, juste un avenir. Fait de sentiments, de rires d'enfants et de gestes touchants. Annick Lebras, bonjour. Bonjour. Alors vous, vos terrains de prédilection, j'ai envie de dire, c'est l'écriture et la photo, ou la photo et l'écriture, dans quel sens on doit le dire? Alors on peut parler de l'écriture tout d'abord, c'était un souhait qui me titillait quand j'étais en activité mais je n'avais pas le temps. Donc au décès de mon mari, j'étais en retraite prématurée, ce qui m'a permis de voir un peu en quoi ça consistait. Et puis, comment vous dire, le fait de se promener toute seule aussi, on voit des détails, on se rend compte de points de vue qu'on n'avait pas vus précédemment. Et c'est ce qui m'a amené à la photo. Voilà. Alors, il y a quelque temps, on a pu apprécier une exposition qui s'appelle Brise-Lames. Vous nous en parlez? Oui, volontiers. Alors, j'étais bénévole à l'époque à la maison d'arrêt de Saint-Malo en formation informatique et j'avais proposé une exposition de mes photos dans l'enceinte de la maison d'arrêt parce que les personnes détenues sont incarcérées sur le lieu du délit mais ne connaissent pas forcément Saint-Malo. Et Nathalie Dupont, la responsable locale d'enseignement, a sauté sur l'occasion, enfin c'est pas ce terme, mais, et a proposé un atelier d'écriture à partir de cela. Voilà. Et ça s'est appelé Brise-Lames, L' à accent circonflexe. Est-ce que vous avez eu des échos de cette initiative? À la fois des détenus ou des personnes de l'extérieur qui l'ont vu? Oui, alors les personnes détenues étaient très fières d'avoir fait cela. Et quant au retour des personnes qui ont vu l'expo, comment dire, ça a changé leur regard sur eux. Elles se sont rendues compte qu'au-delà de ce qu'ils avaient pu faire, ils avaient tout de même une sensibilité. Et c'est ce qui a marqué. Vous continuez à photographier? Alors, je ne suis plus bénévole à la maison d'arrêt, mais je poursuis, oui, en photo, en écriture. Et j'ai commencé en 2013 2 stages d'art-thérapie à Nanterre. Voilà. Et il y en aura d'autres? Alors, j'espère, mais je ne sais pas quand. J'attends de peaufiner une exposition personnelle entre photo, écriture et la terre.
Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les sujets que vous allez aborder lors de l'exposition? Non, je pense pas. Non, il faut que je cherche encore le fil pour que ce soit cohérent. Et j'attends, je peaufine, je veux pas me presser. D'accord, on le saura en temps voulu. Sinon, est-ce que vous continuez à écrire aussi? Alors je continue à écrire, oui, mais on a peu de possibilités sur Saint-Malo depuis qu'Evelyne Plantier est partie et s'occupe de formation de formateurs. J'ai donc fait avec Aleph à Paris et sinon au Festival des Tenants Voyageurs dans le cadre de stages de slam, mais qui n'a pas été renouvelé cette année faute de budget. D'accord. Sinon, avez-vous d'autres projets? Non, j'ai tendance à laisser venir les choses et à voir ce qui se présente à moi naturellement. Voilà. Eh bien, on vous remercie, Annick Lebras. C'est moi. Bonne route. Merci. Il y en a d'autres qui font souffrir, où l'on interdit le désir. Aimer simplement, il faut tout le temps se cacher d'être vivante. Lucette Aubry, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît aussi sous le nom de Marie Fersac, n'est-ce pas? Oui, absolument, puisque c'est le nom que je porte en tant qu'auteur. Alors vous, quel est le regard que vous posez sur le temps qui a été vécu au terme dans le cadre de l'organisation Terre de Femmes avec l'Encre Malouine et la librairie Le Porte-Plume? Ça a été une rencontre que je qualifierais de très riche du point de vue humain, puisque chacune de ces femmes, j'en connaissais une, je crois, oui, pas plus, une, et chacune de ces femmes avait des choses fort intéressantes à dire, et chacun avait sa manière de dire, et on se sent toujours très à l'écoute, puisque ce qui peut être dit, on le ressent, mais on ne l'exprime pas, ou on ne sait pas l'exprimer forcément comme l'autre personne l'a exprimé. Est-ce qu'il y a une intervention en particulier qui vous a interpellé plus qu'une autre, ou chacune a eu sa richesse Non, chacune a eu sa richesse. Je ne fais pas de hiérarchie entre ce que les gens ont pu dire parce que chacun s'exprime comme il peut. Devant un micro déjà, c'est pas facile. Et oui, c'était intéressant. Toutes. Bon, est-ce qu'il y a encore des avancées pour les femmes? Est-ce qu'il y a des... Je ne vais pas employer le mot revendication, mais enfin, en tous les cas, est-ce qu'il y a encore des demandes, des luttes? Est-ce qu'il y a encore des besoins, des choses à exprimer pour faire avancer la cause? Alors il y a une chose qui a été dite par une des intervenantes, participantes, et qui disait qu'aujourd'hui les femmes n'avaient plus besoin d'être défendues. Et moi je dis que si dans les pays où justement elles n'ont pas cette possibilité-là, et même chez nous en France, il y a des femmes qui n'osent pas ou qui n'ont pas les moyens de se démarquer de l'emprise sous laquelle elles sont, que ce soit le mari, le père ou n'importe qui, la société, leur propre regard. Et si, il faut se battre pour elles, toujours se battre. Donc c'est un combat encore d'actualité, hein? Absolument. Alors parlez-nous écriture. Oui. Comment est-ce que vous êtes venu, vous, à écrire Alors, comme je l'expliquais au cours de la table ronde, j'avais 5 ans quand on s'est aperçu que j'avais appris à lire, mais sur les genoux de mon père probablement, puisque le journal L'Humanité rentrait à la maison, hein, nous étions en Dordogne, et il était ouvrier, poudrier, comme on dit, à Bergerac, c'est-à-dire qu'il travaillait à la poudrerie de Bergerac, et c'était donc extrêmement syndiqué et politisé. Hein. Je suis une enfant de l'après-guerre, même si je suis née 9 ans après la guerre, et donc ce journal-là était très diffusé dans les cantonnements ouvriers. Et donc, quand je suis allée à l'école, on s'est aperçu que je savais lire, puisque je lisais tout, et je comprenais. Parce que lire, c'est aussi comprendre. Et donc, j'ai lu ce qu'il y avait à lire à l'époque et ce qui rentrait dans les maisons, mais pas grand-chose, puisque les bibliothèques n'étaient sûrement pas très importantes en Dordogne, et surtout pas dans le petit village où j'étais. Et j'ai toujours adoré lire, au point que, petite, j'avais inventé un dictionnaire en papier marron, la Kraft, et puis recouvert d'un petit cahier de plastique qui était grand comme ça, là, c'est-à-dire 5 cm sur 5, et où je m'étais rendu compte un peu tard, puisqu'il n'y en avait pas à la maison, mais j'ai dû en voir quand même, que les dictionnaires existaient déjà. Donc je me suis rabattue sur ce que mangeait mon serin. Et j'avais donc noté tout ça, et j'avais été chercher dans le dictionnaire pour avoir les définitions de ces mots-là, évidemment, et des plantes qu'il mangeait. Et l'écriture, c'est venu après. Et à 11 ans, j'ai dit à ma mère, je veux être écrivain. Elle a ri, mais je n'ai pas démordu. Alors, est-ce qu'il y a justement un écrivain ou une personne qui vous a donné envie, ce désir d'écrire vous-même? Est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu, ou est-ce qu'il y a une influence que vous revendiquez, que vous assumez ou... Je suis très éclectique dans mes choix de lecture. Moi, j'aime tout, je suis une curieuse. Je suis devenue documentaliste après avoir été bibliothécaire, donc je dirais que je lis tout ce qui me tombe sous la main. Tout, quel que soit le type de livre, il n'y a pas que des romans. J'apprends des choses. Mais il y a un livre qui m'a marqué et que je relis régulièrement. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu d'ailleurs. C'est un livre qui s'intitule « Au risque de se perdre » de Catherine Hulme,
qui montre l'histoire d'une femme qui est fiancée, ça se passe en Belgique juste avant la guerre, et qui décide tout d'un coup de rentrer dans les ordres. Et elle part en Afrique pour devenir missionnaire. Et puis là, quand la guerre éclate, elle travaille aux côtés d'un médecin et elle se rend compte qu'elle n'est plus du tout faite pour ça, qu'elle ne peut pas continuer à se taire et subir. Alors je ne sais pas dans quel couvent elle était, de quel ordre elle dépendait, mais elle ne peut plus continuer à subir ça. Et elle décide de rentrer en Belgique et de laisser tomber le voile et tout le reste et de repartir du bon pied en pleine guerre. Et ça se termine comme ça, mais moi c'était ce combat, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de ses idées, puis quand on s'aperçoit qu'on a fait fausse route, on fait machine arrière. Jamais rien n'est perdu, jamais, jamais, jamais. Alors parlez-nous de vos livres. Qu'est-ce qu'on peut lire ? J'ai écrit un livre pour enfants qui est aujourd'hui épuisé et un recueil de nouvelles qui s'intitule Brûlure, du nom d'une des nouvelles, et qui fait que j'ai commencé l'écriture comme ça, écrire des histoires courtes, parce que c'est, je trouve, très formateur. Et qu'en même temps, comme je travaille dans plein de choses, que j'ai toujours 3 tonnes d'activités, ça me permettait, cette histoire courte, de jeter mes idées sur le papier, puis de les retravailler après, et qui me permettait de dire tout ce que je trouve à mes yeux qui ne va pas dans la société. Les petites choses, les travers, les gens qui n'ont pas le droit à la différence et qu'on humilie jour après jour. Et puis un jour, j'ai écrit une nouvelle un petit peu plus longue et je l'ai fait lire à une collègue de travail. Et cette collègue m'a dit, bah oui, continue. Je dis non, c'est une nouvelle, c'est bon, c'est fini quoi. Elle dit, je suis désolée, mais tu peux pas laisser ces 2 petits vieux sur le bord de la route. Tu me fais un roman. J'ai dit, mais c'est pas possible, on fait pas un roman comme ça. Donc j'ai travaillé, j'ai réfléchi, puisque c'était un ordre, j'obéis aux ordres quelquefois. Et je lui ai dit, bon, c'est bon, j'ai la structure, je vais essayer, mais je ne te promets rien. J'ai mis 3 ans à l'écrire sur mes cahiers d'écolier. Et là, je le lui ai donné à lire et elle m'a dit, je suis contente, j'avais tellement peur qu'ils meurent tes petits vieux. Je lui ai dit, ben non, j'étais pas là pour te faire pleurer quand même. Et dans la vie, on meurt pas forcément. Je veux dire, ça stoppe la vie aussi, mais c'est pas ça quoi. Et quand j'ai fini ce livre-là, j'étais pas satisfaite du tout de ce que j'avais écrit parce que je trouvais que c'était pas assez littéraire. Donc je l'ai donné à lire à mon mari qui est aussi un auteur et il m'a dit mais qu'est-ce qui te convient pas ? Et je lui ai dit j'ai l'impression que je suis passée à côté. Je voulais dénoncer là aussi quelque chose comme je le fais dans mes nouvelles et puis je suis pas arrivée à le faire. Et il me dit mais toi qui es tout le temps en train de te poser des questions, pourquoi est-ce que tu fais pas dire à chacun de tes personnages ce qu'est la vieillesse ? Et je l'ai fait. Donc le chat et le chien le disent aussi. J'ai un peu oublié les poules mais c'est affreux ce que je vais dire. Les poules n'ont pas une durée de vie assez longue pour qu'elle sache dire quelque chose sur la vieillesse. Quand les poules auront des dents, alors. Oui, oui, c'est une bonne idée, je retiens. Si je dois écrire quelque chose, je mettrai une poule et je penserai à vous. C'est gentil. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages, justement ? En librairie, c'est diffusé par la Coop Braise et en librairie et... Bon, je peux faire un petit peu de publicité pour elle. Donc c'est chez Patricia Mérier-Martin qui tient la librairie Le Porte-Plume, rue Georges Clémenceau, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Absolument. C'est rue Georges Clémenceau, tout à fait, à Saint-Servant. À Saint-Servant. C'est important si je viens, parce que je ne suis pas ici depuis longtemps et vous faites encore la distinction entre les 3 villes. Eh bien écoutez, on vous remercie et on vous souhaite plein de bonnes choses. L'accomplissement des projets aussi que vous avez certainement aussi. Oui, parce que là je voudrais parler de quelque chose que j'ai connu, puisque je vous ai dit que j'étais née à Creil. Et à Creil, j'ai découvert il y a quelques années, je le savais parce que c'était écrit sur mon acte de naissance, que j'étais née dans un camp. De ces camps de concentration dont on ne parle jamais, qui ont existé aussi en France et qui ont accueilli à une certaine époque les déportés lorrains et mosellans. Et après, les travailleurs indo-chinois, quand ils ont été obligés de quitter avec l'armée française leur pays. Et puis les Algériens, les Harkis. Eh bien, on vous suivra de près. Donc, c'est Marie Fersac et on a bien compris où on peut se procurer vos ouvrages. Merci d'avoir joué le jeu. Merci aussi. Être une femme sur la terre, qu'on soit reine, qu'on soit mère, ou pieds nus sans prière, on est toujours solitaire. Ainsi s'achève ce reportage réalisé jeudi dernier au Terme à Saint-Malo. Je remercie chaque intervenante et vous pour votre écoute. À très vite sur Radio Parole de Vie.